Didier Maisto, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour les quelques auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore? Alors Didier Maisto, j'ai 57 ans déjà, presque toutes mes dents. J'ai une formation littéraire et juridique. J'ai été, il y a longtemps que je suis journaliste, parce que j'ai commencé en 1988 au Figaro Magazine. J'étais reporter, puis grand reporter. Ensuite, j'ai fait plusieurs choses. Je suis parti dans le privé. J'ai été, d'abord, avant de partir dans le privé, j'étais assistant parlementaire. J'ai fait la campagne, j'ai bossé avec Séguin, Philippe Séguin. Je me suis engagé en politique parce que Séguin, c'était un peu la personne qui m'intéressait par son discours, par sa stature, un peu d'homme d'État. Aussi parce que des histoires familiales, la Tunisie, etc. Mes parents étaient nés là-bas. Et donc, d'avoir quelqu'un qui avait alerté sur les possibles dérives de l'Europe technocratique, l'Europe de Maastricht. On a fêté son discours mémorable. Hein, donc, il y a des bouquins qui ont été réédités. Et en fait, malheureusement, tout est arrivé, quoi. Donc, j'ai fait ça. Je fais la campagne de Chirac en 95. La France pour tous, avec l'apport de Séguin qui était décisif et celui de Todd aussi. Et badaboum, Chirac gagne, il nomme Juppé à l'Élysée. On me propose de prendre le service com de l'Élysée, j'ai refusé, j'ai dit moi j'ai fait toute la campagne là-dessus, Juppé, c'est vraiment pas possible, et je suis parti dans le privé. Voilà. Donc j'ai rejoint un grand groupe, j'ai fait plusieurs choses. Ensuite on a créé un pôle média en 2008, qui a commencé par des sites internet et Lyon Capital, que j'avais transformé en mensuel, qui est devenu un peu, à l'époque en tout cas, un mensuel d'investigation, d'enquête régionale. Et puis en 2012, on a racheté Sud Radio, que j'ai essayé de relancer en faisant du débat et en prenant une ligne no mainstream. C'est-à-dire en fait aborder tous les sujets sans tabou, mais surtout avec des points de vue différents, pour qu'il y ait du débat, pour qu'on ne soit pas simplement une courroie de transmission de tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques ou politiques, ce qui marche souvent ensemble d'ailleurs, mais que ce soit un espace de liberté, de débat en profondeur. Et puis donc ça n'a pas trop mal marché. On a couvert pas mal les gilets jaunes, hein, surtout moi d'ailleurs. Le samedi, je partais. J'avais essayé de voir ça un seul samedi. J'ai dit tiens, je vais quand même aller voir. Et puis je me suis fait aspirer par le mouvement et j'ai filmé à peu près tous les actes, tous les samedis. Ça m'a permis de renouer, je dirais, avec les fondamentaux de mon métier, quoi. Voilà. Comme je disais aux journalistes à l'époque que je dirigeais, si tant est qu'on puisse diriger un journaliste, il y a un train de l'histoire, il faut monter dedans. Voilà. Et donc, quand j'ai vu que finalement, aujourd'hui, après j'ai quitté ce monde-là en 2020, je suis aujourd'hui indépendant, hein, j'interviens dans différents médias, parce qu'il me semble que le monde mainstream est régi par ses lois, ses codes, ses usages. C'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, et qu'il faut faire les choses à côté, de façon un peu latérale, faire un petit pas de côté, pour faire vivre le débat qui n'est plus possible. Il y a des pseudo-débats dans le monde mainstream. Mais en fait, c'est jusqu'où on peut aller trop loin. Hein. Donc, ils ne vont jamais très très loin. Et dès qu'on sort un peu du cadre, on est affublé de toutes sortes de noms, complotistes, séditieux, factieux, poutinolâtres, c'est le truc à la mode en ce moment. Voilà. Justement, vous êtes invité sur un média qui est qualifié de pro-russe. C'est grave, docteur? Ouais, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour la culture russe. Je pense que le tropisme naturel de la Russie, c'est de lorgner vers l'Europe et notamment vers la France. Tout le monde parlait français il y a encore peu de temps en Russie. Et je pense que pas simplement Macron, qui a été finalement dans le paroxysme de ça, mais les différents gouvernements, on pourrait parler de François Hollande, qui n'a pas fait appliquer les accords de Minsk, par exemple, ont poussé la Russie dans les bras de la Chine, dans les bras de l'Asie en tout cas, et on voit aujourd'hui qu'il y a les BRICS,
il y a le sud global, même si j'aime pas trop l'expression, et ça se passe au sud et à l'est. Et aujourd'hui, on est en train, assez vite, je pense que ça s'accélère de façon vertigineuse ces derniers mois, nous sommes en train de disparaître de l'histoire. Puisque la France, qui est à la solde de l'Union européenne, et dont le solde d'ailleurs est négatif, puisqu'elle paye plus que ce qu'elle ne reçoit, a perdu son industrie, a perdu son agriculture, mais elle est toujours comme ça dans l'Europe de Madame von der Leyen, dont on pourra parler, qui n'est que finalement le port avancé des États-Unis et rien d'autre, puisqu'en plus les États-Unis ont ceci de magnifique, ils ont l'extraterritorialité de leurs droits, c'est-à-dire ils sont partout chez eux sur la planète, il suffit qu'on ait un logiciel américain, ils vous intimident sans que les autorités judiciaires soient dans la boucle ou le gouvernement français soit dans la boucle, ils vous promettent 1000 ans de prison, ça vous permet un peu de réfléchir à votre sort, quoi. Donc voilà où on en est en train de disparaître. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je ne prends pas parti dans le conflit, parce que je trouve qu'on est extérieur et que ça n'a pas beaucoup de sens. Quand je vois certaines chaînes d'infos, notamment LCI, qui toute la journée racontent une dystopie avec des gens qui n'ont jamais couvert le moindre conflit, qui ne savent pas situer la Lettonie ou l'Ukraine sur une carte, j'ai fait le test, c'est assez impressionnant, qui connaissent rien de l'histoire de l'Europe, de la Russie et de l'Ukraine, et qui tous les jours nous racontent une fable. Donc voilà, et je n'oublie pas non plus les plus de 20 millions, 25 millions, on ne sait pas exactement, de morts russes pour nous libérer du joug nazi. Et je n'oublie pas non plus qu'à Kiev, des rues, des boulevards, le boulevard de Moscou a été débaptisé pour prendre le nom de Stepan Bandera, que M. Zelensky, quand on l'interroge sur le sujet, trouve cool. M. Bandera est cool. Et quand je vois Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, de façon totalement hypocrite, aller se recueillir pour le massacre des Juifs en Ukraine, je me dis que quand même il y a quelque chose, là, il y a une espèce de revers de l'histoire qui est assez désarmant, je dirais. Voilà. Je vais revenir, vous évoquiez il y a un instant alors, les fondamentaux du journalisme et le discours ambiant dans un certain nombre de médias sur la guerre en Ukraine. Vous avez interpellé le président de l'ARCOM à ce sujet sur les réseaux sociaux et vous avez déclaré qu'il vous avait appelé. Il m'a écrit. Enfin, qui vous a écrit, pardon. Voilà, on a échangé. Quelle suite vous attendez de cette interpellation sur voilà, le fait de revenir à peut-être plus de mesures, ouais. En tout cas dans le commentaire sur cette guerre et dans la manière dont elle est couverte par les médias? Moi, ce que je lui ai demandé en privé, mais je peux l'exposer parce qu'il n'y a pas de secret, c'est peut-être en tant que président d'une autorité indépendante chargée de veiller sur le pluralisme de l'information et s'agissant de médias grand public, sur la qualité de cette information, il y a des conventions qui sont signées avec l'ARCOM, anciennement CSA, pour respecter un certain nombre de principes minimaux, protection de l'enfance, pornographie, sécurité de l'information, pluralisme, etc. etc. On ne peut pas raconter n'importe quoi quand on est dans un grand média, un média grand public. Donc je lui ai demandé simplement de ne pas citer de chaîne nommément. Moi j'ai cité LCI, il y en a d'autres, mais LCI c'est peut-être le paroxysme de cette tragicomédie, mais de rappeler tout le monde à ses obligations et de faire une espèce, avec toute son autorité morale, s'il en a une, de rappeler les patrons de chaîne à leurs obligations. Il y a, selon les meilleures sources, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre, entre 600 et 700 000 morts. On serait plus proche de 700 000 morts aujourd'hui. Tous les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent, c'est ce qu'ils disent. Et quand je vois, moi je ne regarde plus la télé, je le vois sur les réseaux, de temps en temps je me force à faire des replays pour pas simplement avoir l'extrait. Mais quand je vois que tous les soirs, sur LCI, il y a des espèces d'égéries, de mannequins, bon, sont très agréables à regarder, hein. Pas faire du sexisme, mais enfin voilà, ils présentent bien, ils ont une diction assez juste. On voit très bien qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis il y a des rires gras, ils essaient de théâtraliser un petit peu l'information. Tout le monde y va de sa blague.
Alors ils mettent des petites vidéos rigolotes où on voyait cet Ukrainien récupérant un char russe, appelé soi-disant le service après-vente russe pour dire le char marche pas, etc. Et ils sont morts de rire. 700 000 morts. On sait que cette guerre, l'OTAN ne peut pas la gagner. On sait que cette guerre, la Russie ne peut pas la gagner. Et je dirais, ni l'un ni l'autre ne peuvent la perdre surtout. Donc, on va faire quoi? 700, 800, 1 million de morts, 2 millions de morts? On va continuer combien de temps comme ça? On voit bien de toute façon que ça se cristallise et que les oppositions, ça se fige en fait. Il ne peut pas y avoir de victoire. Donc le rôle de tout dirigeant européen, et ce serait la voix de la France, qui a toujours été non alignée, et c'est notre dernier fait d'armes, c'est Villepin à la tribune de l'ONU, dire je parle au nom d'un vieux pays, etc., pour ne pas s'engager en Irak. Après ça a été fini. Il ne s'est plus rien passé. La France a disparu de la scène internationale. On se fait chasser de l'Afrique comme des malpropres, alors qu'on a assuré quand même la sécurité pendant que les uns et les autres faisaient du commerce. On a eu, je ne sais pas, pratiquement 60 militaires morts, sans compter toutes les familles endeuillées et aussi les civils. On n'existe plus du tout au sein de l'Europe, parce que l'Europe, comme je l'ai dit, elle nous est défavorable. Les Américains tirent les ficelles. Au niveau des BRICS, M. Macron a essayé de se faire inviter. Il s'est fait jeter comme un malpropre. On lui a dit, mais vous n'êtes pas, monsieur, vous n'êtes pas invité, restez chez vous. Et on essaie encore de donner des leçons de droits humains, de démocratie. Mais on ne pèse plus rien dans le monde. Et donc si on devait encore avoir une petite voix, en plus il est complètement dézingué, le Quai d'Orsay, il y a plus bientôt on n'aura plus de diplomates. C'était encore la seule chose qu'on avait, notamment en Afrique. On pouvait parler à des pays arabes ou africains parce que toute notre histoire de la colonisation et de la décolonisation faisait qu'on avait un rôle particulier et qu'on avait des choses à dire, qui étaient entendues ou pas, mais au moins on avait encore ce petit poids. Mais aujourd'hui, c'est terrible. Donc je pense que le premier dirigeant européen qui taperait du poing sur la table, la Pologne, c'est assez intéressant à observer aujourd'hui, et qui dirait, bon maintenant ça suffit, la guerre s'arrête immédiatement. Et j'en suis moi-même à souhaiter une victoire républicaine aux États-Unis, avec tous les défauts de Trump. Et, je veux dire, ma propension naturelle, c'est pas de dire vive Trump, parce que quand on voit un peu comme la façon qu'il a de manipuler l'opinion, au moins on aurait la paix. Je pense que sous son magistère, sous son premier mandat, il n'y a pas eu de guerre, quoi. Hein. Il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Il n'y a pas eu de nouvelle guerre. Il a réglé les problèmes avec la Corée de façon assez subtile. Alors c'est un peu un va-t-en-guerre comme ça dans le comportement, mais d'un point de vue pratique, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui jouent à la guerre dans les médias français, pour rebondir sur la question. On voit bien pourquoi LCI fait ça. C'est très simple. Il faut toujours regarder d'où vient le coup et quel est l'intérêt. Ils ont des intérêts. M. Bouygues, qui est dans les travaux publics, vous savez que Kiev devrait être, alors ça c'est comme la contre-offensive, hein, je ne sais pas si ça arrivera un jour, devrait être la ville pilote dans le monde en termes d'infrastructures, d'Internet, de recyclage des déchets, la ville parmi les villes. Et donc chacun fourbit ses armes pour essayer d'avoir des marchés. Très bien, ça se comprend, et c'est pour ça que Bouygues fait ça. Et c'est pour ça que, du coup, ils sont dans le conte, dans la fable. Tous les jours, il faut dramatiser pour essayer d'engager le pays, préparer les citoyens à diaboliser les méchants Russes et d'être dans ce manichéisme tout à fait stupide. Voilà, et on nous présente les bons, les méchants, etc. Et moi, c'est ça qui me fait vraiment flipper, qui me préoccupe vraiment, c'est que des journalistes, et non des moindres, on ne peut pas dire que ceux qui animent soient des idiots, etc., acceptent de se prêter à cette pantomime. Je rappelle 700 000 morts, quoi. C'est quand même pas rien. Je rebondis sur le traitement médiatique de toute cette affaire.
Il y a la diabolisation, on fait les bons et les méchants. Il y a parfois des loupés, comme l'accueil extrêmement chaleureux d'un ancien SS au Parlement canadien, qui a été qualifié par Le Monde de malencontreux hommage. Ça ne m'a pas échappé. Et finalement, je continue à lire un petit peu, notamment sur les réseaux, cette presse mainstream qui donne la température du récit, qui n'est pas un récit national, mais qui est un récit alternatif de la Macronie, en général, prise au sens large. Et donc, je disais, comme les inconnus avaient déterminé le bon chasseur et le mauvais chasseur, aujourd'hui, on est dans cette histoire qui ferait qu'il y a des bons nazis et des mauvais nazis. Et donc là, c'est malencontreux. Comme quand on veut parler du rôle trouble de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut quand même rappeler, dans certaines fosses, il y a eu des milliers de morts dans une même nuit, des gens jetés comme ça dans des fosses communes, des épurations absolument horribles. Là, on balaye ça d'un revers de la main. Et on ne peut pas, un peuple qui n'a plus d'histoire, qui ne sait pas ce qui le constitue, ce qui constitue l'histoire de son continent, qui n'a aucune vision des rapports géopolitiques et des rapports historiques, est un peuple fini, en fait. C'est-à-dire c'est un peuple qui n'a plus de racines, qui n'a plus d'histoire, et qui est aussi plat que l'écran plat coin carré, avec une réalité qui n'a plus de profondeur. C'est assez marrant comme métaphore, d'ailleurs. Parce qu'au fur et à mesure que la télé s'est aplatie, et qu'on a baissé la tête pour la regarder, l'info a perdu en profondeur et en distance. Donc on nous présente un monde plat, complètement lisse. Quand vous regardez un JT à 20h, ce sont des mannequins. Tout vaut tout. Le tourisme, le chassé-croisé des juilletistes et des Haussiens, la récolte des prunes, la pluie en Bretagne et les 12 000 morts dans un séisme. Tout débité sur un même ton. J'invite tout le monde à se plonger dans les archives de l'INA et de ne pas remonter très loin, de ne regarder simplement que les JT des années 80, avec Mourouzi, par exemple. C'était éditorialisé. C'est-à-dire les gens avaient un point de vue sur le monde. Pour ça, cette tarte à la crème de l'objectivité journalistique, qui est une connerie sans nom. Il n'y a pas d'objectivité. Les objets, c'est des objectifs, c'est pour les caméras. On peut avoir une subjectivité. Ce qu'il faut, c'est l'assumer et être sincère, savoir d'où on part, si on est indépendant ou pas. Parce que le problème de tous ces médias, quand on y réfléchit, du Monde notamment, moi je suis en lutte contre ça, c'est d'avoir une information en apparence lisse, informative, la vérité, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de titre extravagant. C'est toujours avec les accents, la tonalité et le vocabulaire de l'acceptabilité d'une certaine bourgeoisie, quoi. C'est malencontreux. Oh, pardon, oh, il est... Oh. Et ça, c'est terrible, parce que c'est une manière de faire qui est complètement hypocrite, de présenter en réalité ce qui est déjà une vision du monde, ce qui est déjà une opinion, comme quelque chose de factuel. Or, sauf les faits, rien n'est factuel. Le seul fait possible dans cette histoire, c'est qu'un nazi a été célébré et applaudi par tout le Parlement canadien. D'ailleurs, le président du Parlement a été obligé, sous le scandale international, malgré tout, de démissionner. C'est un peu plus que malencontreux. C'est même scandaleux, quoi. Cette évolution des médias est quand même pas tout à fait la même en France et aux États-Unis. On peut lire dans la presse américaine les déboires de la contre-offensive ukrainienne. On peut lire plus facilement des points de vue alternatifs sur les grandes questions qui nous agitent, le Covid, la guerre en Ukraine et autres. On a l'impression que c'est assez spécifique à la France, ce côté très écran plat que vous évoquiez. C'est très spécifique à la France. Même, alors c'est un peu vrai en Italie aussi, moins en Espagne. C'est vrai en Allemagne non plus, c'est pas vrai, effectivement. Il y a Der Spiegel qui sort des sacrées enquêtes et qui y va, quoi. En France, alors ça s'explique. Ça s'explique par différents facteurs. D'abord, il y a des aides aux médias qui sont
absolument scandaleuses qui pouvaient se justifier à une époque quand la presse était sous le joug allemand notamment, et qu'il fallait l'émanciper, d'où tous les titres, hein, le Parisien libéré, etc. On rajoutait le Dauphiné libéré, on rajoutait toujours un épithète pour dire ça y est, maintenant on est libre, et donc il fallait une aide à la presse pour à nouveau asseoir une sorte de pluralisme et d'indépendance. Aujourd'hui, par tous les jeux, des financements. Ça, c'est pour la presse écrite. Soyons clairs, aujourd'hui, Libé en kiosque ne vend rien. Si je cite les chiffres, allez, peut-être sur le territoire national, les véritables ventes de Libé, aujourd'hui, c'est 15 000 ventes sur l'ensemble du territoire. Le Monde, c'est un peu plus, le Figaro un peu plus, mais pas beaucoup plus. Hein, parce que vous avez les achats groupés, les ministères, les abonnements de complaisance, etc. Les aides à la presse qui vont à une presse possédée par des oligarques, des milliardaires. C'est un pourboire pour eux, mais quand même, ça pose question. La presse dite alternative n'est pas la dernière à tendre la sébile. On y reviendra. Et ça me choque aussi pas mal, puisque comment se prétendre indépendant quand on va tendre la main et qu'ensuite, si on regarde attentivement les reportages qui sont mis en exergue lorsque vous avez touché 900 ou 1 million d'euros, vous faites des corrélations, c'est quand même la base du métier, et vous dites, tiens, je comprends mieux les choses. Vous pensez au fonds Marianne ? Je pense par exemple au fonds Marianne et à d'autres. Après, il y a un autre problème, c'est la distribution des canaux audiovisuels. Les choses sont figées depuis un certain nombre d'années par le général de Gaulle. On peut peut-être préciser que ça, c'est un combat que vous menez depuis longtemps, puisque vous aviez un projet de chaîne Voilà. Sur la TNT, qui devait être une chaîne de documentaires et de débats. Que le projet que vous portiez n'a pas abouti, enfin n'a pas eu de canal, et que ça fait, je crois, 11 ans maintenant que vous êtes en combat judiciaire à ce propos, et que donc, selon vous, les dés étaient pipés, les appels d'offres étaient truqués. Tout était faux. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'au bout de 15 jours, c'était pour les dernières chaînes de la TNT, en 2011, octobre 2011, 33 dossiers avaient été déposés au CSA, et au bout de 15 jours, je me suis rendu compte en réalité qu'ils avaient lancé l'appel à candidature quand ils avaient les 6 lauréats. On était entouré de professionnels qui connaissaient bien les arcanes, et notamment des anciens du CSA, l'ancien directeur juridique du CSA, qui m'avait aidé à monter le dossier. Il m'a dit « mais c'est toujours comme ça ». J'ai dit « ah bon, je suis heureux de l'apprendre ». Alors j'ai joué les candides, les idiots. Je suis assez doué pour ça, paraît-il. Je n'ai pas beaucoup à me forcer. Et j'ai fait écrire tout le monde. J'ai fait des rendez-vous, des réunions. Et je suis allé à l'Élysée. J'ai rencontré des conseillers proches de M. Sarkozy qui m'ont dit ah, « ça ne se passe pas au CSA, hein. C'est nous qui décidons ». J'ai les preuves de tout ça. Et donc, je ne vais pas citer, parce que je suis toujours en procès avec lui et que ça avance, quelqu'un qui, avec 11 000 euros, a eu une chaîne de télé. Nous, on était financés, on avait des financements à hauteur de 100 millions d'euros. C'est-à-dire une chaîne de télé, à l'époque, quand on se lançait sur la TNT, ça consomme 20 millions d'euros par an. Parce qu'il y avait, en plus, ça coûtait cher. Au départ, il y avait les satellites. C'était une technologie nouvelle qui a ensuite été amortie. Les coûts ont baissé. Mais vous savez que pendant 5 ans, y compris si vous êtes un grand opérateur, et que c'est votre 2e ou 3e chaîne, et que vous pouvez mutualiser en termes de coûts de fabrication ou mutualiser en termes d'offres publicitaires, vous buvez le bouillon. LCI, pendant 5 ans, a bouffé 20 millions d'euros, 23 millions d'euros, 25 millions d'euros par an. Bon. Donc c'est déjà compliqué. On nous avait demandé, et j'étais dans un grand groupe, 5 ans de bilan. 5 ans de bilan. Savoir si on n'était pas dans des paradis fiscaux, etc. Tous les relevés des fiscaux, des dirigeants du groupe, le fait qu'il ne fallait pas plus de 20% de capitaux extra-communautaires, ça c'est la loi de 86 sur l'audiovisuel, dans la composition du capital, et tout un tas de paperasse pour assez compliqué, parce qu'on est le pays de la paperasse, c'est le plus compliqué quand vous faites un dossier comme ça.
C'est-à-dire vous avez 10% de votre temps à penser, à réfléchir au projet, et 90% qui est consommé par tous ces parasites qui vous emmerdent. Et il faut faire du papier, du papier, du papier, du papier, comme l'ancienne Union soviétique. Hein, c'est du papier, quoi, le pays du papier. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise de voir un type avec 11 000 euros de capital, avec des gens, notamment le Qatar, hein, qui versait des fonds directement dans la holding, qui n'avait pas de société constituée. Donc, c'est-à-dire il est arrivé devant le CSA, il n'y avait pas de société, alors que c'était une obligation légale, obtenir sa chaîne. Alors, quand j'avais dit à l'époque, il y a un loup, je savais qu'il l'aurait, hein, mais j'ai dit, ce type, il est le poisson pilote d'intérêt plus important. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas avoir une chaîne, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Et donc, évidemment, j'ai dit, il va se revendre. Et au hasard, j'avais dit, il va se revendre à Next Radio TV, BFM, RMC, etc. Qui, au hasard, j'avais dit, se revendra à M. Drahi. En 2015, j'invite tout le monde à regarder, hein, on tape CSA et mon nom sur Google. J'avais alerté le CSA pendant 45 minutes, ce qui était mon temps de parole. J'avais pas de questions-réponses, j'avais exposé les faits, parce qu'on a la faculté, quand on a intérêt et qualité, à pouvoir intervenir pour dire ce qu'on a à dire en tant que tiers dans un projet de fusion qu'on estime néfaste pour l'intérêt du public et pour les intérêts patrimoniaux de l'État, puisqu'on vous octroie une chaîne en contrepartie des intérêts patrimoniaux de l'État. J'avais dit, M. Drahi, on ne sait pas d'où il sort son argent à l'époque, il avait 50 milliards d'euros de dette. Aujourd'hui, on est à 60 milliards. Je lui ai dit, qui lui prête l'argent? On ne savait pas trop quelle était sa nationalité, c'était fluctuant. On ne savait pas trop où il habitait. J'avais fait une longue enquête, j'ai 10 mètres de classeur. J'avais recomposé toute sa série de holdings. Mais une fois que vous avez recomposé, c'est comme le gaz, ça s'est déjà recomposé ailleurs. Et j'avais dit, à partir du début des années 2020, il va se heurter au mur de la dette, il ne pourra pas rembourser, le board ira en prison, et vous ne devez pas lui donner des chaînes, parce que ça va finir en queue de poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont écouté, et ils lui ont donné toutes les chaînes. Et il y a actuellement des affaires de corruption de son groupe Altis, Voilà. notamment en Espagne. Absolument, et au Portugal. Et au Portugal. Il a dit qu'il n'était pas au courant. Hein. Donc il a son principal collaborateur et associé, qui était son bras droit, un banquier d'ailleurs, qui vendait des immeubles, qui faisait des commissions, mais personne n'a jamais rien vu. Bon, écoutez, moi je ne sais pas si je suis à la tête d'un groupe et que j'ai des immeubles, je sais quand on vend un immeuble, et puis de toute façon de manière légale et réglementaire, c'est tout à fait impossible. Hein. Donc oui, on est dans la... Je ne vais pas prononcer de grands mots, mais allez, on va dire que ça pose un certain nombre de questions. Ce qui pose des questions, c'est que quand vous alertez les pouvoirs publics, moi, j'avais rien à gagner. Aujourd'hui, je me bats, même pour mon groupe, pour moi-même, je n'ai jamais demandé un centime, ça me coûterait plutôt de l'argent, cette histoire. Je demande que la somme indûment gagnée par ce monsieur, qui a obtenu un canal, qui a obtenu par des anciens de cabinets politiques reconvertis au CSA, des conventions sur mesure, pouvant revendre sa chaîne au bout de 2 ans et demi, qui a vendu pour plusieurs dizaines de millions d'euros une autorisation publique qu'il n'a pas exploitée, parce qu'il n'y avait pas de programme, c'était n'importe quoi, les extraterrestres, les hommes singes, les hommes oiseaux, enfin c'était ridicule. Vous aviez tout le code pénal qui revend sa chaîne. Il doit être à 60 millions de plus-value. Moi je demande que cet argent, ou 70 millions, je ne sais pas exactement, que cet argent soit rendu aux Français. Et je pense que, ça pose la question, au-delà de cette affaire, de qui aurait le droit de posséder des médias. On reboucle sur ce qu'on disait, pourquoi le problème des médias en France. Quand vous êtes un actionnaire qui dépendait de la commande publique, que ce soit pour les armes, pour les travaux publics, pour la téléphonie, pour les médicaments, vous voyez tout de suite le problème. Il ne devrait pas. Si vous coupez cette possibilité de conflit d'intérêts, ben déjà vous éliminez, je ne dis pas tous les problèmes, mais la majeure partie des problèmes. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite être indépendant parce que vous n'avez pas intérêt, si vous avez qualité, vous n'avez pas intérêt à dire du bien de l'État sur tel ou tel secteur, alors que
votre fonction et mission de journaliste vous fait bien vous rendre compte qu'il y a un sacré problème. Et ça, c'est une question qui se pose au niveau capitalistique, comme vous l'exposez, par rapport voilà, à ces oligarques, comme vous dites, qui possèdent les médias. C'est également une question qui se pose à un niveau inférieur, qui est celui que le grand public peut observer, qui sont ces experts de plateau dont on ne révèle jamais les liens d'intérêt, en tout cas, par rapport à telle ou telle question sur lesquelles ils sont amenés à intervenir. On a vu ça, alors là, c'est vrai, on disait que c'est paroxystique, pour la guerre en Ukraine. Ça, c'est clair, on voit très bien qui intervient, etc. Ça a été le cas pendant le Covid, puisqu'il y avait des médecins de plateau qui n'ont jamais vu un patient de leur vie, pour la plupart, qui écrivent des bouquins, qui sont devenus des stars du petit écran, ou alors des gens qui travaillent pour des laboratoires, ça a été démontré, hein, qui ont des conflits d'intérêts à tous les étages, des gens dont la spécialité, je ne sais pas moi, la néphrologie, tiens, j'en ai un en tête, qui vous expliquait que le dernier variant Omicron était plus mortel parce qu'il était moins létal. Et il vous disait, vous vous rappelez de ce... Oui, c'est un sophisme de grande qualité. Voilà, donc, le type, il vient quand même à 20h au journal vous dire, c'est quand même, il faut faire attention, hein, parce qu'il est... Alors, la logique, ça serait quoi? C'est de dire que plus un virus se multiplie, se propage, moins il est dangereux. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, n'importe quel virologue, épidémiologiste vous dira ça, quoi. Bon. Mais là, il était moins dangereux, donc il est plus létal. J'ai entendu aussi quelqu'un, j'ai vu ça ce matin là, sur un tweet, Mathieu Slama, qui parfois quand même réfléchit bien, il dit « Ah non, mais le référendum, c'est dangereux pour la démocratie ». Alors j'ai écouté son exposé, il nous explique, pareil, que comme le RN, par exemple, veut se saisir du référendum, c'est bien la preuve que... Enfin, bon, c'est la démocratie, quoi, à un moment. C'est comme toutes les dernières élections dans les pays de l'Est, et que vous avez Moscovici, Pierre Moscovici, ou Nathalie Loiseau, Nathalie Cucuy, qui vient dire « Oh là là », ou Thierry Breton, je suis très préoccupé, et qui en même temps vont au meeting de Renaissance. Hein. Monsieur Thierry Breton, ça c'est du conflit d'intérêt, qui est commissaire européen chargé de la concurrence, etc., qui vient à un meeting politique nous dire c'est notre projet. Enfin, ça pose aussi pas mal de questions. Et qui disent, quand il y a un résultat démocratique, je suis très inquiet pour la démocratie. Alors là, donc on fait parler des gens qui sont dans le... Il n'y a pas de complot. Il n'y a jamais un complot. Il y a une communauté d'intérêts à un instant T qui fait qu'on a besoin, dans un monde devenu complexe, d'agiter les peurs, parce que ça c'est le remède, c'est l'outil ancestral par excellence. Il y a un très bon bouquin que je viens de lire là, de Louis Fouché sur les peurs, ce que c'est que les peurs ancestrales et comment elles sont transmises. Donc ça c'est le premier point. Et donc je disais, il n'y a pas de complot, il y a juste des communautés d'intérêt. Donc la peur, c'est le ciment absolu, quoi. Et puis donc on met en avant des gens qui vont vous servir ce discours, parce que dans un monde devenu très compliqué, on gère les comportements. On ne gère plus on n'est plus intéressé par la vérité des faits, par le débat. Il faut calmer les choses. Il faut mettre un couvercle et on gère des comportements. Donc on met des cases, les complotistes, les poutilonâtres, les antivax, c'est bien commode, et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et quand vous avez des gens qui se battent dans ce métier, Christine Coton, que j'ai reçue pour une matinale, qui a fait un travail extraordinaire, Alexandra Henrion-Caude, le professeur Raoult, des gens, le professeur Perron, qui ont après on peut dire, moi je ne suis pas scientifique, mais enfin je regarde leur parcours, je lis leurs bouquins, je vais... Ils ont quelques titres à faire valoir, en tout cas. Et puis je m'emmerde à regarder, à aller chercher à la source des infos. Voilà. Et je vais chercher dans les études, etc. Je les traduis. Et je me dis, quand même, voilà. Et si en face on vous dit, qu'est-ce qu'on a reproché à Alexandra Henrion-Caude? Elle est croyante, elle a vu la Sainte Vierge, elle est allée aux États-Unis, elle travaille pour la CIA. Mais voilà le genre d'argument qu'on vous sert. Fouché, il est d'extrême droite. Fouché est d'extrême droite. Non, mais parce qu'il s'est fait avoir un jour, parce qu'un type qui était un peu louche
s'est invité, il venait du Canada, il n'a pas fait gaffe, il a dit, regardez, c'est un nazi. Voilà, on est dans l'admonestation, il faut brûler les sorcières, c'est le bûcher, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas cons, hein, tous les journalistes. Ils savent très bien, mais il y a des sujets qu'on n'aborde pas. C'est absolument tabou, c'est la ligne rouge. Si vous les abordez, par contamination, vous allez être anti-vax, poutilolâtre. Donc les gens, c'est pas tellement la censure, c'est ça qui est difficile à expliquer, c'est l'autocensure des journalistes. Et ça, c'est toute la subtilité, la sophistication du système, c'est de pouvoir sécréter en vous une pensée dont vous pourriez penser que c'est la vôtre, mais qui a été tellement instillée d'une manière subtile, comme une petite dose de vaccin, ou comme un poison dans le nom de la rose, tous les jours, vous vous empoisonnez, quoi. Et à la fin, vous dites « Ah, j'ai eu une super idée ». Et c'est pour ça que je dis que le système est hyper bien fait. C'est un peu comme dans ce film avec Schwarzenegger, là, Terminator, où je crois que c'est dans le 3, il est complètement dézingué, il est liquéfié, hein, et puis il se recompose. Et donc, ce n'est pas du complot, c'est justement cette capacité du système à se régénérer, à créer sa propre opposition, son propre antidote, et à le sortir quand il le souhaite. Et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau et qui se laissent enfermer dans cette histoire de grands complots, de Great Reset. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup moins... C'est à la fois très sophistiqué et à la fois très peu organisé. Parce que ça marche par capillarité. Il n'y a pas besoin de se réunir. Ça marche par contamination. Voilà. Et c'est très difficile aujourd'hui d'être un journaliste indépendant qui se base sur les faits, parce qu'on est dans un environnement qui est fait de ces gens qui ne pensent rien et qui veulent être dans ce qu'on pourrait penser d'eux, et ce qu'ils appellent opinion publique, qui n'existe pas, avec un rôle délétère en plus, des sondeurs. Et ce que vous mettez en cause, là, c'est une forme d'endogamie, en fait, à la fois du milieu journalistique, du milieu politique, et ces interpénétrations qui peuvent être personnelles ou professionnelles finissent par créer cette capillarité dont vous parlez. Oui, parce que je pense que le monde médiatique est une sous-classe politique, en fait. Et que moi, ça me dit, moi j'ai fait de la politique, mais quand j'ai fait de la politique, j'ai pas fait de journalisme. Je me suis affiché, quoi. Et moi, ça me dérange pas que les gens soient chefs d'entreprise, fassent de la politique, puis redeviennent journalistes, etc. Du moment qu'ils mettent sur la table, dire voilà, moi j'ai fait ça, maintenant je suis ça. Ce qui me dérange, c'est au nom d'une pseudo-objectivité qui n'existe pas, et comme vous parliez d'endogamie, c'est vraiment le terme, il y a une espèce d'aristocratie du journalisme, en fait, qui est qu'on ne dit pas un certain nombre de choses, on ne pense pas. Bon, je prends notre exemple, on parlait de l'Europe. Si aujourd'hui vous organisez un référendum, il y a 70% des Français qui vont vous dire qu'il faut quitter l'Europe. Je vous fiche mon billet. Mais c'est le dernier mensonge des politiques, il y en a deux, c'est l'écologie, une certaine forme d'écologie, et l'Europe. L'Europe, c'est la paix. Ah ben oui, on est en train de le voir. L'Europe, c'est la prospérité. Depuis Maastricht, et la monnaie unique surtout, on a perdu 30% de pouvoir d'achat. À l'époque, dans mon groupe, on avait lancé une grande étude européenne sur différents pays. Le panier, comme on appelait ça, de la ménagère. À l'époque, c'était l'IFOP, quand il faisait encore correctement son travail. C'était prodigieux. Du jour au lendemain, on a perdu 30% de pouvoir d'achat. Tout le monde le constate. Alors, revenons au système. Le système, en France, ça c'est le pays des normes et des autorités administratives indépendantes, des trucs qu'on ne sait pas bien si c'est l'État, si c'est pas l'État, médiamétrie, tiens, voilà, des trucs comme ça. Ils vous font un panier de produits, ils mettent des chaînes IFI, des jeans, comme si vous alliez tous les jours acheter une chaîne IFI. Voilà. Puis ils disent, ah ben non, mais les prix, regardez, par rapport à il y a 30 ans, on vit mieux, quoi. Enfin, mais il suffit de faire ses courses, il suffit d'être dans la vraie vie, d'avoir des enfants, d'être indépendant, ce qui est mon cas. Alors, à ce moment-là, j'ai expliqué un jour que pour avoir 1 euro, il fallait que j'en gagne 4. Alors moi,
une fois que j'ai payé mes impôts, mon expert comptable, ma prévoyance, tu vois, ça ne me dérangerait pas dans l'absolu. Mais là, c'est pareil. C'est pas annoncé. Moi, si on me dit tu es dans une société collectiviste, comme dans certains pays scandinaves, mais que je trouve une crèche pour mes enfants, que si je me bousille le pied, je reste pas 24 heures sur un brancard à l'hôpital, que si j'ai un problème, j'en ai eu un récemment dans ma campagne, j'ai appelé les gendarmes, je les attends toujours. Et j'ai fini par avoir un type qui était un centre à 70 km, il m'a dit on n'a qu'une voiture pour toute la nuit, démerdez-vous, ok, très bien. La justice, il faudrait 5 fois plus de magistrats. Quand vous partez dans une affaire judiciaire, moi cette affaire ça fait 11 ans, mais j'en ai d'autres en cours, le délai moyen pour avoir un jugement sans aller jusqu'à la cassation, c'est 6 ans aujourd'hui. Si vous avez un problème pour un médical, c'est 18 mois pour la psychiatrie pour les enfants. C'est 9 mois pour avoir un ophtalmologiste ou un dermatologue. Si vous essayez d'avoir... J'ai eu un problème, je vais parler de ma vie, ma petite vie, d'orage de dents la semaine dernière. Je n'ai pas trouvé, j'ai dû revenir à Paris avec mon dentiste habituel, je n'ai pas trouvé un dentiste dans un rayon de 80 km. J'en ai appelé 40. Et à la fin, on m'a donné un numéro d'urgence. Quand j'ai appelé, on m'a dit c'est que les dimanches et les jours fériés. Vous pouvez crever. Vous avez 80% de la population qui vit sur 20% du territoire. Et on entasse les gens dans les villes. Il n'y a plus de plan, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Donc moi, ça ne me dérangerait pas de payer beaucoup d'impôts dans une société apaisée où tout fonctionne. Et force est de constater que plus rien ne fonctionne. Et je dirais, la dernière couche à tout ça, c'est la numérisation, qui est un fascisme déguisé. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous énerver contre les machines. Vous n'avez plus personne aux impôts. Vous ne pouvez plus gueuler quand vous avez un problème, réclamer. Vous avez des passes sanitaires et vaccinaux qui vont devenir la norme. J'avais écrit ça dans un bouquin écrit en 2019, sorti en 2020. J'avais dit, voilà ce qui nous attend, un programme social à la chinoise, dans le règlement, dans la régulation des comportements. Parce que c'est bien ça le but. C'est-à-dire dans un monde compliqué, où les gens ne sont plus d'accord parce qu'il n'y a plus de consensus, où la démocratie représentative a complètement failli à tous les degrés, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des normes, toujours plus de normes, qui sont réglées par des algorithmes, d'où le succès de la Startup Nation, du transhumanisme, toutes ces conneries qui prétendent imposer une norme à l'être humain. Moi, je vis dans le Perche, c'est la France figée dans les années 50. J'ai l'impression de vivre dans un vrai pays, quoi. C'est-à-dire les gens disent bonjour, c'est convivial, c'est des petites villes à échelle humaine, tout le monde se connaît. C'est ça dont les gens ont envie. C'est ça, c'est simplement vivre des fruits de leur travail dans une société apaisée. On n'en a rien à foutre de l'Europe de Maastricht. On n'a rien à foutre de tout ça. C'est ça le problème. On en a cette écologie punitive qui prétend nous dicter nos comportements. Les Français n'en ont rien à faire. Ça n'existe pas, tout ça. Ce qui compte pour eux, c'est de vivre en harmonie des fruits de leur travail. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a de plus en plus de travailleurs pauvres. On ne peut plus vivre décemment du fruit de notre travail. Et c'est la première fois depuis les 30 Glorieuses que la génération, mes enfants, nos enfants, ont des risques de vivre moins bien que leurs parents. Moi, je suis une famille de prolos, mes parents n'étaient pas diplômés, etc. Mes grands-parents, c'était encore pire. Et chaque fois, on a progressé, quoi. Quand on parle de méritocratie, d'ascenseur social, tout ça, ça avait du sens. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, tout ça. Dans une société ubérisée, en plus. Vous voyez ? Donc, voilà tout le problème, en fait, il est pas simplement médiatique. Les médias, c'est le dernier passage. C'est-à-dire, c'est ce qui fait contact entre ce monde-là et les citoyens. C'est ce qu'on donne à voir. C'est le passage obligé, le goulot d'étranglement. Et on est vraiment étranglé, pour le coup. Et dans ce goulot d'étranglement, est-ce qu'on peut encore parler de liberté d'expression ? Je pense à toute une série de lois. Alors, il y a la loi Avia qui était en partie retoquée par le Conseil constitutionnel, mais qui est revenue par le biais de l'Union européenne.
la loi sur le secret des affaires, le fichage des opinions politiques, syndicales ou religieuses. Maintenant, on parle même de faire voter une loi pour punir les opinions dites climato-sceptiques. C'est ça. C'est-à-dire il y a en fait une criminalisation de la pensée, plus simplement de l'expression de cette pensée, ce qui serait la liberté d'expression, mais on va, a priori même, ça va plus loin, vous suspecter, par des fichages S notamment, ce qui n'a pas empêché les attentats. Moi je pense que peut-être vous, moi, on est fiché S, on n'en sait rien en fait, on ne sait pas. Donc on criminalise la pensée. Et vous avez malheureusement des magistrats du siège qui vous jugent non plus en fonction de ce que vous avez fait, mais de l'intention que vous aviez à l'esprit au moment où vous auriez pu commettre la chose. Ça m'est déjà arrivé d'être condamné pour ça. J'ai fait appel, j'ai gagné. J'ai gagné tous mes procès, mais ça prend du temps et de l'énergie et accessoirement de l'argent. Et voilà, on est évidemment, on revient dans cette société, ce qu'on disait sur cette société déshumanisée, faite d'algorithmes, etc., avec des interdictions, et on prétend vous dire, voilà ce qu'il faut penser, voilà ce qu'il ne faut pas penser. Le Digital Service Act est de ce point de vue un pur scandale, quoi. Je veux dire, c'est la loi Avia qui revient par le biais de l'Europe, même si c'est, à mon avis, un peu illusoire, parce que je ne vois pas bien comment ils vont faire. Mais à un moment, si vous commencez à déranger, quand on commence à avoir du monde qui nous suit dans nos lives, dans nos émissions, etc., vous avez des émissions qui disparaissent, oui. On ne vous donne pas d'explication. On ne vous dit pas... déjà que la loi, elle est quand même assez restrictive. Il y a des lois, et c'est très bien, on peut dire, à un moment, on ne peut pas nier la Shoah, on ne peut pas incriminer ou se moquer des gens pour leurs opinions politiques, religieuses, leur sexualité. Bon, ben, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on va aller jusqu'où ? On ne peut plus penser, on ne peut plus avoir d'idées philosophiques, on ne peut plus avoir une pensée critique un peu organisée, on ne peut plus faire un débat sur la réalité du climat depuis 100 ans et savoir quel est le rôle de la pollution humaine, le rôle de l'agriculture, etc., le rôle de l'émergence de ces pays, alors que nous, on s'est gobergé pendant 100 ans et on dit aux pays qui émergent, non, ben vous, et pas de bagnole, hein, pas de ci, pas de ça, ben, ça n'a aucun sens tout ça. Donc, qu'il y ait des organes de régulation et des lois, c'est déjà le cas. Et après, il faut un peu laisser vivre les gens, quoi. On ne peut pas tout criminaliser. On est quand même dans une société de plus en plus criminalisée, judiciarisée, en fait. Et on parlait là uniquement de la liberté d'expression et donc de la liberté de penser. Vous avez manifesté contre le pass sanitaire que certains considèrent comme une mesure profondément liberticide. On pense aussi à toutes les mesures type vidéosurveillance, reconnaissance faciale, etc., déployées alors, à l'occasion de grands événements exceptionnels, mais... On sait très bien que ça va durer. Voilà, un petit peu comme l'état d'urgence qui a été prolongé indéfiniment jusqu'à être passé dans le droit commun. Vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on est vraiment dans une société de surveillance également physique ? Oui. On est... Rappelez-vous, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, sur TF1, il y avait une série qui s'appelait Person of Interest. Et donc, il y avait un type derrière un bureau, etc., avec un autre qui était sur le terrain, et avec un certain nombre de caméras partout dans le monde, il pouvait voir ce qui allait se passer, et le type allait prévenir la commission d'un crime, ou généralement d'un crime. On disait, oh là là, c'était il y a 3 ans, quoi. On est en plein dans cette société-là aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on est bien sûr écouté par tous nos objets connectés, par nos téléphones. Enfin, je ne dis pas qu'il y a des gens derrière qui vont écouter, mais il y a la possibilité de le faire. On ne sait pas où vont nos données. Les fichiers au niveau européen sont maintenant concentrés et mélangés. On ne sait pas qui s'en occupe. Vous avez, comme d'habitude en France, des gens comme des organismes, la CNIL, enfin ça fait doucement rigoler, dit « Oh, on n'est pas d'accord ». Et alors, il se passe quoi ? Il ne se passe rien. Ou alors quand vous
vous avez un problème, voilà, maintenant vous allez sur un site, il faut cliquer 50 fois. Bon, vous êtes bien d'accord? Vous êtes bien d'accord? Oui, oui, non, je veux pas, les cookies, les machins. Tout ça, c'est de la... Quand je parlais de paperasse tout à l'heure, c'est une société des apparences. En réalité, les pouvoirs publics, non seulement ont admis que la liberté individuelle n'avait aucun poids, n'avait aucune importance. On l'a vu pendant le Covid, on a enfermé les gens, etc. Le secret médical, personne n'en parle, a volé en éclats à l'occasion du Covid. On a crétinisé les gens, on leur faisait suivre des lignes rouges dans les supermarchés, en disant, si vous sortez de la ligne... Le nudge. Voilà, le nudge. Le virus, il est dans un sens comme ça. Pour aller, il faut aller de droite à gauche, et pour revenir de gauche à droite. Le virus n'attaque pas quand on prend son café debout ou Voilà. assis suivant les semaines. Et vous voyez la peur de l'inconnu, la peur de quitter sa zone de confort, la peur de se dire, c'est quoi un virus en fait? C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas matérialiser. Ils ont joué à fond là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de réponse, parce qu'il n'y avait pas de masque, parce qu'il n'y avait pas de blouse, parce qu'il n'y avait plus rien en fait. On ne savait plus fabriquer de médicaments. Et en Angleterre, on a eu des révélations avec les Lockdown Files, où les officiels britanniques évoquaient le Project Fear. Oui. Et de se demander à quel moment il faudrait lâcher, ou en tout cas parler du nouveau variant, dans une optique de peur. Vous savez, cette histoire, c'est révélateur, en fait, du maelstrom, du mélange des causes et des conséquences. Il y a un virus, ok, je ne vais pas parler de l'origine du virus, on ne sait pas. Ce qui était complotiste au début l'est un peu moins, on parle de plus en plus, et notamment la CIA. Les fuites de laboratoire. Voilà, on sait aussi pourquoi elle le fait, mais bon. Donc il y a un virus qui arrive. Très bien, on se dit... Comme on n'est pas préparé, qu'on ne sait pas quoi faire, on choisit une méthode moyenâgeuse, on confine les gens, on les enferme. En écrivant, parce que moi je faisais une émission tous les jours, je faisais parler les gens sur Sud Radio à l'époque, et je lisais donc tous les communiqués de Santé publique France, je disais attention, quand on confinera, dans la promiscuité, etc., ça va favoriser à l'automne la recrudescence du virus. Macron avait trouvé l'idée, il a dit enfermez-vous, mais ouvrez la fenêtre. Personne n'a réagi. Enfin, c'était absurde. On se signait des auto-attestations pour aller faire pisser le chien en disant non, je vais acheter mon pain parce que c'est essentiel, quoi. C'est le degré de folie et d'hypnose collective dans lequel des pays entiers, des populations entières ont plongé, ça laisse quand même songeur sur la capacité à se révolter aujourd'hui. Est-ce que ça a été d'une certaine manière préparé par... quand je dis préparé, c'était pas intentionnel, mais par la répression des Gilets jaunes, qu'elle soit policière ou judiciaire d'ailleurs. On a préparé les esprits. Les Gilets jaunes, il y avait plusieurs phases. Une phase de surprise. Les pouvoirs publics n'ont pas vu venir l'autre. Personne n'avait vu venir. Ça s'est propagé via les réseaux, notamment via Facebook. Et puis on s'est retrouvé à 300 000 dans les rues à vouloir tout casser. Surprise. Ensuite, désorganisation totale. Moi, j'étais sur le terrain très vite. Il y avait un truc qui se passait à droite, les CRS partaient à gauche. C'était n'importe quoi. Parce qu'il y avait 3 salles de commandement, notamment à Paris, la préfecture de police, la salle Beauvau, etc. Bon, c'était n'importe quoi. Tout le monde jouait à la guéguerre. Et je parlais, moi, au CRS. Je dis, mais pourquoi on n'a pas les ordres? C'est le chef qui nous dit de partir là-bas. Je dis, mais il est là, le truc. OK. Ensuite, donc ça, il y a eu ces 2 phases, avec l'acte 3, où ça a vraiment vacillé, où c'était métastable, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont joué avec les peurs. Ils ont compris qu'en instrumentalisant les peurs, en créant de la violence, en assant les gens, en ayant ces pseudo-black blocs, moi je ne sais toujours pas trop qui c'est. Moi j'ai vu des mecs que j'ai pistés, et j'ai fait des lives, et on m'a supprimé mon compte Twitter parce que j'ai mis en avant un certain nombre de vidéos où je voyais les types en noir passer 3 cordons de police, se faire taper sur l'épaule par les CRS, quoi. Je me dis, mais attends, il y a quelque chose que je n'ai pas compris au film, là. Donc à un moment, on coupait
les manifs en deux. Parce que si vous n'êtes pas bloqué dans une manif, et que le cortège avance convenablement, et que la police se tient, bien sûr pas trop loin, mais qu'on ne la voit pas et qu'elle n'est pas agressive, il ne se passe rien. Hein. Moi j'ai fait des actes, on a traversé la rue Saint-Honoré, etc. C'est bon enfant, il y a des familles, etc. Ce que vous dénoncez, c'est le principe des NAS. Ben, bien sûr, des NAS et de la violence créée, entretenue et instrumentalisée. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu justement une très grande violence, alors au-delà de la violence physique, mais une certaine violence symbolique contre les Gilets jaunes qui a fonctionné, puisque maintenant on est dans une situation économique, sociale, qui est nettement pire qu'au début de ce mouvement, et plus personne ne remue une oreille. La peur, c'est le premier outil. Ensuite, quand vous avez bien aiguisé votre outil et que vous avez réussi à le rendre opératif, en fait, vous basculez dans autre chose. Vous basculez dans la terreur. Et vous basculez dans la mutilation, dans le fait d'éborgner les gens. Et vous avez toute la machine, c'est ça le plus fou, médiatique, et toute la machine judiciaire aussi, qui suit. Parce qu'il y a eu du zèle incroyable. C'est-à-dire, on mettait les gens en garde à vue préventive. On revient sur ce que vous aviez dans la tête. Vous aviez un t-shirt jaune. Il y a des gens qui sont allés en garde à vue, beaucoup, parce qu'ils avaient des pulls jaunes. On les mettait en garde à vue, on leur faisait ressortir, après sans même un rappel à la loi, parce que les officiers de police judiciaire, ils disaient « Mais moi, je ne sais pas quoi faire de vous, moi, monsieur. Partez, quoi. J'ai rien à vous reprocher. Je ne sais même pas qui vous êtes. » Donc, ils faisaient embarquer par wagon entier des gens pour semer la terreur. Il y a aussi un zèle des magistrats qui ont mis des gens en prison parce qu'ils se trouvaient sur le lieu, au mauvais endroit, à la mauvaise heure, etc. Ils disaient « Non, mais toi, tu vas faire 6 mois de prison, ça va t'apprendre à te révolter. » On a vécu ça en France, quand même. Donc oui, ils ont terrorisé les gens, ça explique, je pense, pour une large partie, parce que moi j'ai vu beaucoup de familles, au départ il y avait beaucoup de familles qui venaient, même 3 générations confondues, qui n'avaient jamais manifesté, beaucoup de primo-manifestants, qui ont eu tellement la trouille, qui ne voulaient pas perdre un œil ou une main parce qu'ils venaient manifester, quoi. Donc ça a préparé les esprits, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec tout un vocabulaire organisé par les cabinets de conseil, factieux, séditieux, ceux qui ne sont rien, les illettrés, etc., des JT et des sondeurs qui ont participé au jeu. Je vais vous prendre 2 exemples. Journal de TF1. Vous aviez les Gilets jaunes. Ils ont montré que les images, etc., déjà, chiffres minimisés. C'était un jour où on était 20 000. Ils ont dit 4 000 personnes. Ils ont montré la violence, etc. Alors qu'on pouvait arrêter les types violents qui étaient laissés bien tranquilles. C'était sous la Tour Eiffel où il y avait les voitures de l'armée qui avaient été brûlées, etc. C'est les Gilets jaunes qui avaient empêché le truc. Ça a été complètement orchestré. Et ensuite, vous aviez le rabbin qui venait, qui se plaignait, disait « Oh là là, les actes antisémites en France augmentent de manière... » Tout ça accolé aux Gilets jaunes, pour bien mettre dans le crâne des gens... Pour faire des amalgames. Que les Gilets jaunes, c'était des salopards antisémites, séditieux, factieux, racistes, populistes. Et ça a quand même marché, parce qu'au début, on disait « Oui, mais les gens... » Les chaînes d'infos ont donné beaucoup de la parole. Non, ils n'ont pas donné. Ils ont mis comme des animaux des Gilets jaunes dans des émissions qui n'avaient pas trop l'habitude des médias, etc., qui se sont fait insulter, violenter, manipuler, vilipender par toutes ces espèces de types qui sont là pendant 50 ans dans les médias et qui vous disent « Oh, la République !» Vous voyez, la République. Mais quelle République ? Voilà, donc tout ça participe... 1. La peur. 2. La violence. 3. Le fait qu'ils n'étaient pas habitués. 4. Leur force qui était aussi leur faiblesse. Effectivement, c'est des gens qui n'étaient pas organisés. C'était très bien parce qu'ils ne voulaient pas de chef. C'était très transversal. C'était une révolte populaire qui venait de la base.
Mais en même temps, pas de représentation. Et donc, c'était plus compliqué de donner des mots d'ordre et d'avoir une stratégie unique et tendue vers un seul objectif. Donc, voilà, il y a eu tout ça. Et donc, ça explique aujourd'hui une certaine résignation, je dirais, parce que les gens sont révoltés, mais ils sont passés à des préoccupations pour bouffer, quoi. Hein. Quand je vois quand même la pauvreté en France, je regardais les chiffres, 10 millions de pauvres, quand je vois le nombre de... Il y a 1,3 million de personnes mal logées en Île-de-France, 2 tiers des familles qui sont en surpeuplement dans des appartements pourris, 8 enfants sur 10 qui sont dans des situations de précarité en Île-de-France. Et on va faire des JO, alors que le plan Vigipirate est toujours en urgence vigilance attentat, hein, qu'on est incapable d'avoir assez de flics et de gendarmes pour gérer tout ça, que les vigiles, on a dit ouais, les vigiles, les organismes, les sociétés privées de sécurité vont embaucher, etc. Elles n'arrivent pas à trouver quiconque, personne ne veut le faire, et ils n'auront pas assez de temps pour les former. Une situation sociale explosive, une situation économique métastable et des risques d'attentats. Et on va vous faire les JO pour du pain et des jeux, pour 0,1% de la population qui pourra se payer les places. Et quand on voit que monsieur Macron n'arrive pas à boucler son budget de l'Élysée, il fait un trou de 12 millions, quand on fait le ratio, 165 millions de déficit de notre balance commerciale, 3100 milliards de dettes, balance commerciale dont on retrouve l'excédent chez les Allemands, hein, soit dit en passant, parce que nous on est les derniers des 27 et eux ils sont les premiers. C'est pour donner une image du couple franco-allemand. Ils sont en couple, ils ne le savent pas, ou quand ils le savent, le moteur franco-allemand il est siglé Mercedes, hein. Il n'est pas siglé Renault, quoi. Bon. Et donc voilà, on est dans ce mens. En fait, si on passe tout au tamis factuel, de la raison, de la comparaison, de l'intelligence, de la critique, de l'histoire, ça ne tient pas une seconde. Tout s'effondre. Et pourtant, voilà, les gens le savent bien, mais ils n'ont pas la prise sur les événements. Ce que vous dites, c'est ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons que... C'est ça, exactement. Pour en revenir un petit peu aux médias, on avait abordé très rapidement la chose et puis on avait enchaîné. Je voulais avoir un petit peu votre analyse sur l'émergence des médias alternatifs. Est-ce que c'est une réaction à ce climat très anxiogène que vous avez longuement décrit dans les médias dits mainstream ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Et est-ce que nous autres médias alternatifs, on aura possibilité de survivre dans ce climat réglementaire et légal de plus en plus contraignant ? On aura toujours la possibilité de survivre si on se dit qu'on n'accepte pas la défaite. J'ai lu récemment un texte d'André Chanson sur les Cévennes. Et il dit, en fait, résister, c'est plus que... Dans nos vallées, dans ce village, etc., tous nos enfants, dans nos familles, ils ont un mot à la bouche, c'est résister. Résister. Mais résister, c'est pas simplement combattre. Résister, c'est plus que ça, c'est ne pas accepter l'idée de la défaite. C'est-à-dire résister pour rester qui l'on est, jusque dans la défaite et jusque dans les fers. Il finit comme ça, ce texte qui est magnifique, magnifique. Donc ça dépend aussi de nous. On est dans un contexte compliqué. On le voit, les démocraties représentatives, c'est pas propre à la France, mais c'est particulièrement vrai en France, ne représentent plus qu'elles-mêmes. Depuis que la politique est devenue un métier généralement de ceux qui n'en ont pas, c'est catastrophique, puisque vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Donc vous essayez de faire de votre petit clientélisme, et vous n'allez pas défendre des idées, vous allez défendre votre beefsteak, si vous ne savez rien faire d'autre, si vous n'avez jamais travaillé,
et que vous vivez de la politique. Enfin, ça, c'est Sarkozy qui a complètement désinhibé les gens. Donc finalement, vous attirez les médiocres. Vous attirez plus les gens qui ont la vocation. Vous attirez les gens qui veulent se faire bien voir et qui sont toujours d'accord avec vous. Hein. Comme disait, c'est quoi votre... Il y avait un homme politique célèbre, c'était Charles Hernu à Villeurbanne. Il disait, c'est quoi votre nom? Il disait, Durand. Ben là, il dit, non, pas votre nom, je le sais, votre prénom. Albert. Ah, voilà, Albert. Et si c'était le prénom, ça passait aussi dans l'autre sens. Quoi. Donc voilà, on est dans ce petit monde sautillant qui s'agite comme des mouches vrombrissantes dans un verre. Là, voilà. En fait, ils sont tous d'accord. Ils sont tous pro-européens. Parce que même les derniers grands partis ou grandes voix qui étaient soit sur le non-alignement, voilà, ou le Frexit, etc., fini, hein, ils veulent réformer de l'intérieur. Ah oui, ça marche bien. Hein. C'est-à-dire, nous partîmes d'eux, et puis par un pont en fort, nous fîmes dézinguer en arrivant au port. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir un mandat de député européen, tranquillou, et puis pas rendre de compte. Bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc voilà, aujourd'hui, ce monde de l'entre-soi ne peut produire que des catastrophes. Je pense qu'il y a deux réalités parallèles. Il y a la réalité du monde mainstream, pour répondre à votre question précisément, qui vit, on le disait en préambule, selon ses règles, ses lois, qui a ses médias, qui a ses jeux du cirque, les JO, c'est super, etc., qui a son rêve d'empire, l'Europe, c'est la paix, c'est la prospérité, qui a ses médecins de plateau, qui a ses infirmières, ça c'est les mannequins sur les chaînes mainstream, 2000 morts, les punaises de lit, etc., qui a ses fous du roi. Et ça, je pense que ce qui a changé, c'est que les citoyens ont conscience que ce monde, il est tel qu'il est, on aura du mal à le changer, parce que tout est particulièrement imbriqué, et donc il y a l'émergence d'une nouvelle pensée qui s'organise d'une façon assez complexe, comme, si j'ose dire, un peu l'ADN, c'est-à-dire une cellule plus une petite cellule, ça, on devient... on est dans le complexe, on est dans l'ADN, dans une chaîne, donc je pense beaucoup, moi, à la micro-action, et par un ensemble comme des très petites entreprises, comme une chaîne de TPE, qui va essaimer comme ça. Alors le risque, effectivement, de ça, et Maffezoli en parle depuis longtemps, par exemple, c'est les tribus. C'est-à-dire à un moment, on va se composer sa propre tribu en fonction de ses accointances, de ses goûts. Les algorithmes des réseaux sociaux y contribuent d'ailleurs voilà, par exactement. Le phénomène de bulle. Le phénomène de bulle. Et donc c'est très difficile de recréer du lien ou de maintenir du lien dans une société ubérisée qui vit dans ces petites bulles, voilà, comme ça, dans un environnement où c'est pas vous qui avez maîtrisé les règles, quoi. À un moment, si vous avez un ongle qui arrive et qui pousse la bulle éclate et c'est fini, quoi. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il ne faut rien attendre, il faut compter sur nous-mêmes. Mais on voit quand même que ça a du succès. Moi, j'ai fait une matinale ce matin sur Tocsin pour la Cité, avec Nicolas Vidal. C'est Clémence Oudiakova que j'aide pas mal, enfin, dans la mesure de mes moyens, j'ai fait ce que je peux à lancer ce média, à participer, etc. Il y a quand même plus de 3000 personnes ce matin en direct. Vous regardez sur les réseaux, simplement, hein, vous regardez n'importe quelle radio mainstream, vous pouvez diviser par 10 hein, en direct sur les réseaux sociaux. Alors après, il y a les ondes, parce qu'ils ont capté le système. Si vous voulez, à un moment, quand vous avez une radio nationale, allez, vous avez 500 fréquences, et parfois des doublons, quoi. C'est-à-dire, où que vous alliez, vous ne pouvez pas échapper à la parole mainstream. Au fin fond d'une campagne, vous recevrez toujours France Inter. Exact. Alors que vous avez même 4 opérateurs en France qui dépendent du bon vouloir de l'État, hein,
C'est marrant parce qu'il y a M. Niel, M. Drahi, M. Bouilly, bon, il y a des gens très bien, hein, voilà. Vous faites, moi je fais l'expérience, et j'ai dit encore en 2023, 50 km après Paris, en direction de l'ouest, c'est tout plat, des zones blanches. Des zones blanches dans un pays comme la France. Il y a 10 ans, j'étais en Égypte, 13 ans, dans le fin fond du Sinaï, vous avez du réseau. À l'époque, vous alliez au Caire, personne ne sait dire au Caire combien il y a d'habitants, allez, mettons 20 millions. C'était il y a 13 ans, tout le monde avait son téléphone portable, il y avait tout le temps du réseau. Et là, vous sortez de la rue, là, il n'y a plus de réseau. Il y a quand même un petit problème. Vous voyez ? Donc, c'est compliqué, mais il n'est pas nécessaire de réussir, hein, selon la maxime, pour persévérer, quoi. Donc, la difficulté de réussir n'ôte rien à la nécessité d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Un dernier mot, puisque nous allons conclure, pour terminer sur une note d'espoir. Pour terminer sur une note d'espoir, toute cette période a permis à beaucoup de citoyens de traverser le miroir. Et quand on traverse le miroir, toute notre vie en est changée. Ça déstabilise parce qu'on est en terra incognita, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais ceux qui ont fait la démarche de traverser le miroir, d'être dans l'éveil, d'être dans la conscience de ce qu'on mange, par exemple. On en parlait du Covid. Je disais tout à l'heure, on traite les conséquences, jamais les causes. Les gens se sont mis à s'interroger sur ce qu'ils mettaient dans leur corps, quoi. Quand on voit les ravages du sucre sur la santé publique, là, il y a une matière importante, parce que ne sont morts du Covid, avec un facteur exponentiel pour l'âge, que les gens atteints de comorbidité, maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. Et tout ça dû à l'industrie agroalimentaire. Au départ, le croque-mort, M. Salomon, mettait dans sa comptabilité morbide le nombre de comorbidités. Ça a vite disparu. Après, tout le monde était mort, quoi, en fait. Hein. Donc, un éveil à ce qu'on met dans notre corps, un éveil à prendre conscience de ce que signifie la représentation du monde, c'est-à-dire le mythe de la caverne, dans un monde qui est possédé par quelques fortunes. Ce qu'on nous montre avoir, ce n'est pas forcément ce que les citoyens vivent. Et donc, avec les gilets jaunes, le Covid, le confinement, l'enfermement, beaucoup ont réfléchi au sens de leur vie. Donc moi, je suis quand même assez optimiste, malgré tout, parce que l'homme s'est toujours adapté. L'amour durera toujours, c'est la seule chose qui durera. Les gens vont continuer à s'aimer, vont continuer à faire des enfants, et vont s'organiser peut-être d'une façon qui ne va plus les faire attendre de cette démocratie représentative, quelque chose qui pourra les sauver. Je pense que ce qui peut nous sauver, nous l'avons tous à l'intérieur de nous, et il faut aller vers l'autre. Voilà, moi, c'est ce que j'ai appris dans cette période-là. J'ai fait des choix drastiques, j'ai abandonné beaucoup de choses, une vie sociale, du confort économique, une certaine facilité, mais je m'en félicite tous les jours parce que j'ai beaucoup moins de gens dans mon carnet d'adresses, mais les gens que je vois aujourd'hui m'apportent infiniment plus que toutes ces personnes que j'avais autour du ventre et qui dansaient parfois de façon fort suggestive pour me dire que j'étais le plus grand, le plus beau, le plus fort. Donc la solution est en nous. On est un vieux peuple. On a encore un peu de culture. On a une histoire magnifique, une géographie magnifique, avec des zones d'ombre, bien sûr. Mais ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en l'autre. Voilà. Allons vers l'autre. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance en l'autre. Ce sera le mot de la fin.
Didier Maisto, merci beaucoup de Merci à cet vous. entretien extrêmement enrichissant. Je profite de l'occasion pour signaler la sortie prochaine de notre trimestriel, Omerta, numéro 3, consacré à la France contre Macron. Donc des gilets jaunes aux émeutes de banlieue, on reviendra dans ce magazine sur l'ensemble des mouvements sociaux qui ont agité les mandats d'Emmanuel Macron. On y dresse également un bilan de ces mandats, à la fois sur son affairisme assez effréné, son bilan économique, son bilan à l'international. Et nous avons 14 pages de reportage exclusif de retour d'Ukraine. Je vous engage donc à le lire. Didier Maisto, merci beaucoup. Merci à vous pour cette invitation. Avec grand plaisir.